Voici le corrigé du devoir consacré aux lois générales d'électricité. Pour commencer, quelques rappels sur la méthode d'étude des circuits électriques. Premier point, il faut annoter les schémas. Annoter les schémas, ça veut dire indiquer les flèches des tensions, des intensités, de façon à ensuite pouvoir faire référence à des grandeurs qui auront été indiquées sur le schéma. Je rappelle un point important, il faut distinguer deux situations. La première situation, c'est ce qu'on va appeler la convention générateur. Dans le cas d'un générateur, la flèche de la tension et la flèche de l'intensité sont dans le même sens. Alors que si on considère un récepteur, la flèche de la tension sera opposée, dans le sens opposé, par rapport à la flèche de l'intensité. C'est particulièrement important à respecter. Ensuite, les lois utiles. Première loi, la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle énonce l'élément suivant. Pour une résistance, on peut écrire U égale RI. Alors j'ai bien dit que c'est pour une résistance qu'on énonce U égale RI. Et bien évidemment, cette expression, elle correspond à cette situation-là. Et vous noterez que dans l'expression U égale RI, I représente le courant qui traverse la résistance, U représente la tension qui est aux bornes de la résistance. Loi suivante, c'est la loi des nœuds, c'est la loi d'additivité des courants, qui se résume de la façon suivante, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Enfin, la loi des mailles, qui est une loi d'additivité des tensions, et qui dit que si l'on fait un parcours fermé, la somme des tensions algébriques, c'est-à-dire prises positivement dans le sens de parcours, négativement dans le sens inverse, est nulle. Dernier point de cette présentation, c'est le barème du devoir. Donc il y avait une partie court qui était sur 6,5, un premier exercice sur 2,5, un deuxième exercice sur 5, le troisième exercice était sur 6, et enfin, il y avait un bonus sur 1 point. On passe à la partie court. Donc, première question, il fallait compléter la figure en indiquant un voltmètre et un ampèremètre. Alors, bien évidemment, je ne l'avais pas précisé, mais il était sous-entendu que le générateur, qui est placé ici à gauche, va alimenter le récepteur. On va donc intercaler l'ampèremètre dans le circuit de façon à ce qu'il mesure l'intensité qui va circuler dans le montage. Et puis on va placer ensuite le voltmètre. Alors il y avait plusieurs endroits possibles pour placer le voltmètre. On pouvait le placer du côté de la résistance. On pouvait également le placer du côté du générateur. Ça n'avait pas d'importance. En ce qui concerne les polarités des appareils de mesure, je rappelle que la borne plus des appareils de mesure est dirigée vers le plus du générateur. Plutôt que d'utiliser les bornes plus et moins, comme il était demandé ici, on pouvait se référer aux bornes qui sont indiquées sur les multimètres. Donc dans le cas d'un multimètre, ici on a la borne A, et ici la borne COM. Dans le cas d'un voltmètre, on aurait la borne V et la borne COM. COM comme commun. Deuxième question, l'expression de la puissance pour un récepteur, ici R,
et on demandait donc de préciser les unités. Alors, si on note I, l'intensité qui parcourt le récepteur, eh bien on écrira que la puissance en watts est égale au produit de la tension en volts multiplié par l'intensité en ampères. On passe à la question suivante. Expression de la résistance équivalente dans le cas d'un groupement en série. On écrit que la résistance équivalente, dans ce cas, est égale à la somme des résistances. Dans le cas d'un groupement en dérivation, il y a eu un certain nombre d'erreurs pour cette question. L'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre relation qu'on donne lorsqu'on a plus de 2 résistances. Dernière question de cette partie court. On demandait à représenter la période du signal. Alors la période, c'est en fait l'intervalle de répétition d'un signal. On peut le représenter à plusieurs endroits du signal. Par exemple, entre 2 passages à 0. C'est souvent le moyen le plus facile pour représenter ici la période. On peut aussi éventuellement représenter la période entre 2 valeurs maximales consécutives. Donc ici, dans l'exemple, la période, c'est 4 divisions. Et bien évidemment, la période, quel que soit l'endroit où elle sera mesurée, donnera toujours cette valeur-là. La fréquence est égale à l'inverse de la période. On note T, la période. La fréquence est exprimée en Hertz, grand H, petit z, et la période en secondes. On passe maintenant au premier exercice. Alors je signale que cet exercice, nous l'avons, tout au moins pour la question 6, traité en cours. La question 7 était une variante de la question 6, mais qui s'appuyait sur finalement des choses qui ont été vues avec les mêmes valeurs numériques en cours. On veut donc ici calculer la valeur de R1. Alors on va commencer par annoter le schéma. Nous allons placer ici la tension U1 aux bornes de la résistance R1. Il est inutile d'indiquer une autre intensité puisque ici on n'a pas de nœud. Ça veut donc dire que l'intensité est la même partout dans le circuit. On peut donc maintenant écrire la loi des mailles. On va donc choisir ici une maille qui va être tout simplement la seule qui est possible. Je la fais apparaître ici dans le sens horaire. Et donc on va écrire U moins U1 moins VF égale 0. Alors par ailleurs, on peut écrire la loi d'Ohm pour la résistance. U1 égale R1 IF fois IF. De la première relation, nous allons tirer U1 en écrivant que U1 est égal à U moins VF. Et nous allons donc maintenant pouvoir remplacer U1
par l'expression que nous venons de trouver en écrivant que R1 est égal à U1 sur IF égal à U moins VF sur IF. On connaît toutes les valeurs, ce qui permet de calculer la valeur de la résistance. En n'oubliant pas que l'intensité vaut 20 mA, c'est-à-dire 20 10 puissance moins 3 ampères. Donc ici, le calcul donne 150 ohms. Alors cette fois-ci, dans le deuxième montage, on n'a plus une diode électroluminescente, mais deux qui sont placées en série, les unes par rapport aux autres. Je refais exactement le même travail, c'est-à-dire que j'annote le schéma en plaçant la tension manquante, qu'on va baptiser ici U2. L'intensité est la même dans le circuit. On va procéder exactement de la même façon. J'écris la loi des mailles, eh bien pour la maille que je viens de représenter, c'est-à-dire U moins U2 moins VF moins VF égale 0. Et de la même manière que précédemment, on peut directement écrire R2 égale U2 sur IF. On extrait U2 de l'expression précédente. On va donc écrire que U2 est égal à U moins VF, c'est-à-dire moins 2VF. On a donc maintenant R2 qui est égal à U moins 2VF sur IF. Ce qui donne une résistance de 50 ohms. On passe au deuxième exercice. Alors dans ce deuxième exercice, on vous disait clairement les choses et on vous donnait la relation à utiliser. Il n'y avait donc vraiment aucun piège. Et là encore, c'est un montage que nous avons étudié à de nombreuses reprises dans des exercices. On avait donc ici affaire à un diviseur de tension pour lequel la relation était donnée. Alors ici, on vous donnait une des valeurs des résistances, en l'occurrence RB, il restait à calculer RA. Alors, on donnait le rapport souhaité entre la tension de sortie et la tension d'entrée, US sur UE égale 1/10. Au passage, il est assez immédiat de constater que US sur UE est égal à RB sur RA plus RB. Alors, tout simplement, en déplaçant au dénominateur UE. Eh bien on peut remplacer par les valeurs numériques, parce que finalement on connaît tout dans cette expression sauf RA. Donc ici, on va écrire 1/10 égale 10 000 sur RA plus 10 000.
Alors pour résoudre ça, c'est très simple, hein, il suffit de faire passer les dénominateurs au numérateur en les changeant de position par rapport au signe égal. Ce qui va donner donc RA plus 10 000 fois 1, donc RA plus 10 000, égale 10 fois 10 000, c'est-à-dire 100 000. On a donc immédiatement la valeur de RA. RA égale 90 millions. Question suivante. Alors, j'ai rappelé le montage précédent, ainsi que la relation, parce que le nouveau montage que l'on demande d'étudier maintenant est finalement exactement le même. En effet, si on s'intéresse à la tension USA, je vais faire disparaître ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire USB. On ne s'intéresse pas à USB dans un premier temps, on va s'intéresser seulement à USA. Alors, et on va faire l'analogie entre ce montage-là, avec les 3 résistances, et le montage précédent. Eh bien, on peut constater que, par analogie, l'équivalent de RA, c'est maintenant R1. Et l'équivalent de RB, c'est R2 en série avec R3, c'est-à-dire R2 plus R3. En effet, hein, si on regarde, si on compare les positions des résistances entre le montage à 3 résistances et le montage avec les 2 résistances, on voit bien ici que la résistance R1 occupe la même position que la résistance RA entre la borne supérieure et la borne de sortie. Et de la même manière, on peut constater facilement que la résistance RB occupe la position entre la borne intermédiaire et la borne inférieure, de la même façon que l'ensemble R2 plus R3. Donc maintenant, il suffit de remplacer les valeurs de RA et de RB par ce que l'on vient d'évoquer, et on va écrire que USA est égal à UE fois R2 plus R3 sur R1 plus R2 plus R3. Donc il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et ici, on va donc trouver USA égale 5 volts. Alors pour le pour la deuxième sortie USB, on va procéder de la même façon. On va commencer par effacer ce qui n'est pas utile. Et on va là encore procéder par analogie entre les 2 montages, les 2 circuits. Alors cette fois-ci, l'équivalent de RA, c'est-à-dire ce qui est placé au-dessus, eh bien c'est R1 plus R2. Et l'équivalent de RB, donc la partie inférieure, c'est R3. On va donc écrire la relation en remplaçant les valeurs RA et RB par ce que l'on vient de retrouver,
Et on va écrire donc USB égale UE, facteur de R3, sur R1 plus R2 plus R3. On trouve 2,5 volts. On passe à l'exercice suivant. Alors, c'est un exercice un petit peu plus compliqué, avec des questions qui s'enchaînent. Donc bien évidemment, dans ce cas-là, en ce qui concerne la correction, eh bien, pour évaluer vos réponses, notamment aux questions 12, 13, 14, j'ai utilisé vos réponses aux questions 10 et 11. Donc vous n'êtes pas pénalisé tout le long hein, de vos mauvaises réponses éventuelles à la question 10 ou à la question 11. Alors, malheureusement, vous n'avez pas reconnu, pour un certain nombre d'entre vous, ce qu'il fallait voir dans ce montage-là. En effet, si on regarde ce montage-là et si on le compare au précédent, eh bien, on peut reconnaître ici un premier diviseur de tension et ici un second diviseur de tension. Alors, il ne fallait pas placer d'intensité dans le circuit à l'horizontale. Très peu s'y sont essayés hein, d'ailleurs. En effet, hein, la présence du voltmètre impose finalement que l'intensité ici sera très faible, voire négligeable. Première question, exprimer V en fonction de VA et VB. Alors on a affaire à ici trois tensions, et donc la méthode, elle va consister à appliquer la loi des mailles dans cette partie-là, parce que justement dans cette maille-là, qui vient d'être dessinée en bleu, eh bien on va trouver les tensions V, VA et VB. Donc si je le fais dans le sens que j'ai indiqué, qui n'est pas forcément le meilleur sens, c'est pas très grave, on va écrire VA moins VB moins V, pardon, je recommence, VA moins V moins VB égale 0. Et donc en changeant V de position par rapport à l'égalité, on va écrire V égale VA moins VB. Alors, deuxième question, calculer la valeur de VA. Bon, VA, c'est la tension de sortie du diviseur de tension formé par les résistances R1 et R2. On va donc écrire VA égale U multiplié par R2 et divisé par R1 plus R2. Avec les valeurs numériques fournies, ça donne 2,5 volts. Exprimer VB en fonction de U, R3 et RV. Donc là encore, on a affaire à un diviseur de tension, et beaucoup l'ont vu. On écrit donc VB égale U, facteur de RV, sur R3 plus RV. Ensuite, calculer V pour RV égale 10 000 ohms. Donc on commence par calculer VB. Dans ce cas-là, VB donne 2,5 volts. Donc V est nul. Calculer de la même manière pour RV égale 9000 ohms et RV égale 11 000 ohms.
Donc en application de ce qu'on a vu précédemment, donc pour RV égale 9000 ohms, on va trouver VB égale 2,36 volts. Et donc pour V 0,13 volts. Dans le deuxième cas, pour RV égale 11 000 ohms, pour le deuxième cas, pour RV égale 11 000 ohms, on va trouver VB égale 2,62 volts, ce qui donne pour V moins 0,12 volts. On a donc en sortie une tension V qui est positive si la résistance RV est plus petite que 10 000 ohms, et une tension négative si cette résistance RV est plus grande. Pour terminer la question bonus, alors la question bonus se traitait finalement de la même manière que les autres cas vus précédemment. Donc on commence par annoter la tension U3 et on va, comme on l'a fait précédemment, parcourir une branche, par exemple celle-ci. À noter que si on avait parcouru l'autre branche, celle de droite, on aurait eu exactement le même résultat. On va donc écrire U moins U3 moins VF égale 0. D'où la valeur de U3. Hein. U3 égale U moins VF. Et puis par ailleurs, si on note le courant dans la résistance R3, on note ce courant I3, et bien en application de la loi des nœuds, on va écrire somme des courants entrant dans le nœud, ben c'est I3, égale somme des courants sortant du nœud, et bien on a une première fois le courant IF, une deuxième fois le courant IF. IF plus IF. C'est-à-dire 2IF. On a donc, en application de la loi d'Ohm, R3 qui vaut U moins VF sur 2IF, et ça donne une valeur de 75 ohms. Et ceci achève la correction de ce devoir.